Nous sommes en août 2006, au pied du couvent Sainte-Barbe à Croissé-Dieppedalle. Les temps changent. L'ONM, œuvre normande des mères, vient de quitter ce lieu pour s'installer dans des locaux refaits à neuf à Rouen. Les mères célibataires, les femmes qu'on dit battues, ont maintenant droit de cité dans la ville. Mais revenons 50 ans en arrière. En 1956, c'est Paulette Vauloir, jeune sage-femme, qui prend ses fonctions à Dieppedalle. Elle n'a pas fondé l'ONM. C'est Léonie Cauchois, elle-même sage-femme appartenant à la bourgeoisie médicale rouennaise, qui ouvre en 1943 à Bois-Guillaume un lieu pour accueillir les femmes de prisonniers enceintes en l'absence de leur mari. La France vit alors sous les lois natalistes de Vichy. On sait que l'avortement est un crime. Il faut protéger les naissances. Après la guerre, il s'agit avant tout de cacher les naissances illégitimes. Aussi, le secret sera mieux gardé dans un lieu écarté de la ville. Le couvent Sainte-Barbe est un lieu idéal et l'ONM s'y installe. Mais les temps, ou plutôt l'esprit, changent à nouveau. À partir de 1956, Paulette n'aura de cesse de faire savoir que les bébés qui y naissent sont des enfants dignes d'amour comme les autres et non pas des bâtards. Sans relâche, elle se battra pour la réhabilitation de leur mère. Dans la communauté de Dieppedalle va se développer un art de vivre fondé sur le respect, la générosité, la responsabilité. On entend en écho les paroles prononcées par l'abbé Pierre dans son appel au cœur de l'hiver 54 pour loger les plus démunis. En 56, la France est encore en train de se reconstruire. Pendant les 25 années où elle va exercer à Dieppedalle, Paulette réclamera, obtiendra peu à peu les moyens de reconstruire les femmes accueillies. Pendant les 25 années suivantes, toutes les aventures qu'elle entreprendra seront nourries de cette volonté de reconstruire et donner la place qu'il aurait due aux exclus de notre société. Cet engagement, c'est la force de l'esprit Paulette. Ce que l'on fait, les actes que l'on pose, c'est une espèce de point de rencontre, de faisceau, c'est-à-dire du temps, de l'histoire. De l'histoire. On est à un moment de l'histoire de notre espèce. Ça, c'est le socle. Cette histoire, ce temps, a ses règles, une évolution, etc. Et donc, l'histoire, le temps, la rencontre. Parce que qui peut dire faire les choses seul? C'est impossible. Il faut là qu'il y ait la rencontre d'autres. Donc, il y a presque le fait du hasard. Moi, venant de mon nord, là-bas, presque belge, Josiane Ruquier, dont la maman était d'origine martiniquaise, je prends les trois personnes qui ont été un peu le trépied dans les premières années, et cette mamie Albert, fille d'un pêcheur de Seine, de Duclerc, et la rencontre de ces trois personnes venant d'horizons différents, de milieux différents. Nous n'avions pas, normalement nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Et on se rencontre, et parce qu'on se rencontre, ça donne la vie, ça donne de la vie. Ça donne de la vie à chacune d'entre nous. Et ça donne la vie aux autres. Ça, c'est fabuleux aussi. Ce qu'on voyait, nous, c'était comment faire au mieux pour les aider au mieux. Et moi, j'ai suivi Paulette pour ça. Sachant que ce serait beaucoup de boulot, c'était pas d'horaire, c'était pas bien payé, c'était pas une sécurité, on savait pas où on allait. Mais on vivait, quoi. On vivait. Et c'était ça aussi qu'on pouvait transmettre aux personnes qu'on accueillait. C'était la vie.
Alors bon, avec des hauts, des bas, des trucs, des bazars, des choses qui n'allaient pas, des choses qui allaient très bien, mais c'était la vie. J'ai commencé par faire un stage, mais si j'ai choisi de faire mon stage à cet endroit-là, c'est parce que nous habitions la même tour. Et sa personnalité charismatique m'était venue jusqu'aux oreilles. Et j'ai aussi attendu mon bébé. C'était le premier, elle était sage-femme. Je ne me suis pas trop occupée de moi pendant tout le temps où j'attendais mon bébé. Et quand est arrivée la fin, j'ai un peu paniqué, je suis allée la voir et bon, elle m'a rassurée, elle m'a expliqué le travail qu'elle faisait à Dieppedalle. Et lorsque j'ai fait donc mes études d'éducateur que j'ai fait tardivement, je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un stage dans son établissement. Ces liens mère-enfant, c'est vraiment des choses qui ont été vécues, qui ont été découvertes quand Paulette a commencé à travailler. Moi, je l'ai rencontrée que plus tardivement. Hein. La Seine, c'est l'artère vitale de toute la région. S'imaginer tout ça, c'est quand même assez impressionnant. À côté de ça, ça te remet à ton infime place. Ça, c'est important. Et quelquefois, aux filles, quand elles me disent « Ah, ça revient un petit peu », je dis « On a une nouvelle, mes enfants. Ce couvent, si c'était dans le pays qu'au milieu des vaches, on ferait toutes des dépressions. On a la chance d'avoir la Seine. Et la Seine qui donne la vie. Et c'est grâce à ça qu'on a pu vivre si longtemps. Jamais ce couvent n'aurait pu perdurer s'il n'avait pas été construit en bord de Seine. Elle date, cette chapelle du XVIIe. Tu vois, depuis 310 ans, des gens sont venus, ont prié, ont dit leur misère. Et en même temps, ces lieux fondateurs de la vie humaine, la vie en société, rien que parce que ce qui marque la vie à cette époque, le baptême, la communion, le mariage, la mort. Donc ce lieu est rempli de souffrance, mais de joie. Et ça me touche beaucoup. On s'est marié à Dieppedalle, le repas d'ailleurs dans la petite chapelle là-haut à Dieppedalle, la petite église de Dieppedalle, et puis le repas dans le réfectoire de Dieppedalle. Moi j'ai connu mon mari, c'est grâce au Père Masse. Noël était un moment clé. À Noël, donc on organisait le soir de Noël une fête dite religieuse, mais qui pouvait ne pas l'être, dans l'église troglodyte, vraiment dans les grottes. Et alors, toutes les jeunes mères descendaient du haut du cloître, de leur chambre, avec des torches. On faisait une retraite avec les flambeaux. On descendait ces escaliers qui nous amenaient jusqu'à l'église où tout le monde se rassemblait. Et là, dans cette église, il y avait une cavité, une niche qui était creusée et dans laquelle on mettait le dernier-né de la maison maternelle. Mais quand je dis le dernier-né, c'est vraiment le dernier-né. Celui qui était né dans la journée, la veille, vraiment le dernier bébé qui représentait Jésus, l'enfant Jésus pour ceux qui étaient croyants, mais qui tout simplement représentait la naissance. Hein, et ce qui était magnifique, j'en garde un souvenir fabuleux, parce qu'on voyait sur le visage de ces jeunes femmes, de ces adolescentes, on voyait une illumination qui les marquait, les yeux qui brillaient devant ce dernier-né. Parce qu'au fond, au-delà de l'aspect religieux, c'était la reconnaissance, la réhabilitation de magnifier ce bébé qu'elles avaient créé. Tout ce qui s'est passé dans ces murs-là se retrouvait dans une atmosphère de sérénité, même s'il y avait des cris, même s'il y avait des disputes entre les filles, comme on les appelait à l'époque, ça se terminait toujours bien. Je pense que ça tenait aux murs et aux personnes. Je crois que c'est presque la seule œuvre
peux dire comme on disait tout le temps. 2 sages-femmes. Léonie Cauchemin est sage-femme. Mamie Albert est sage-femme. Josiane et moi. 4 sages-femmes. Ça, c'est quand même c'est relativement rare. Et au service des femmes. On ne pouvait pas être à d'autres services qu'au service de la femme. Tous les objectifs partaient de cette notion de la préciosité de la vie humaine, de la grandeur de l'homme, enfin c'était de l'humanisme. Bon, mais l'humanisme plus tourné vers la mère et les enfants du fait de nos origines professionnelles, et puis aussi, j'allais dire, l'enfant qui est porteur de cet avenir, cette mère où on a minimisé le rôle de la femme, bien sûr, que naturellement, biologiquement, elle peut faire un enfant et tout le monde peut en faire, à la limite toutes les femmes. Mais il reste que la mise au monde, le donner vie, ça reste quand même un acte magnifique, même si elle n'y est pour rien. C'est elle qui va assurer cette continuité de l'espèce, qui va insuffler, marquer, structurer l'homme de demain. J'ai 24 petits-enfants et 5 arrières. Mais moi, tous mes enfants, on peut dire qu'ils sont nés là-bas. Ouais, et c'est Tati qui me les a mis au monde. Voilà. Et ça, c'est mon bonheur, parce qu'elle m'a mis tous mes enfants au monde. C'était chaque accouchement à l'occasion d'une fête, un bébé était né et après l'effort, eh bien, on mangeait un morceau ensemble, tous ensemble, et la maman levait un verre avec nous après ses efforts si elle le pouvait. Et c'était vraiment des grands moments. Où Paulette avait toujours une anecdote à raconter sur un accouchement du passé qui avait été particulièrement marquant. Et des choses vraiment très très fortes. Et je me souviens quand j'étais seule et que j'accouchais, que j'avais une trouille. Seigneur. Parce que l'accouchement se passe toujours bien, mais quelquefois il y en a un qui se passe pas bien. Je ne sais jamais lequel. Et là, j'étais toute seule. Combien de nuits je suis venue là pour essayer d'appeler, tu sais, tous les esprits pour m'aider. J'ai eu chance. Mais ça a été des... Et c'est pour ça qu'après, tu t'empressais de faire sonner la cloche. Absolument. Mais ça a été des grands moments. Donc à cette époque-là, ça se situe dans les années 1974-1975, les accouchements étaient encore pratiqués à Dieppedalle. Donc il y avait 3 ou 4 sages-femmes qui secondaient Paulette. Au moment de mon arrivée, il a été décidé qu'il était préférable que la nuit, il n'y ait pas qu'une veilleuse de nuit, mais qu'il y ait aussi une éducatrice de nuit. C'était un petit peu innovant, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse parler, rassurer. Mais il y avait plein de discussions avec les jeunes femmes, et puis l'angoisse du soir, et l'accouchement, et donc c'était des soirées intenses. J'ai participé à 3 accouchements, et ça c'était des moments forts, mais c'était quand même Paulette qui permettait que ce soit comme ça. Mon stage à Dieppedalle a été une révélation d'une population que je ne connaissais pas du tout. Je n'imaginais pas, bien sûr je savais que la maternité célibataire ça existait, mais je n'imaginais pas dans quelles difficultés, dans quels affres pouvaient être ces jeunes femmes qui souvent étaient même des gamines, et la façon dont Paulette les aimait, parce qu'en fait elle les aimait, chacune. Les jeunes l'appelaient Tati, et elle avait un regard particulier porté sur chacune d'entre elles. Elle connaissait l'histoire de chacune d'entre elles, et Paulette, c'était à ce moment-là pour moi quelqu'un qui est tellement haut dans les sphères de l'humain que je ne voyais pas comment être autrement que simple, et puis laisser cheminer les relations comme elle faisait.
il y a quelque chose d'important, c'est que Paulette a, me semble-t-il, développé aussi le respect des femmes pour elles-mêmes. Elle a beaucoup travaillé pour aider les femmes à s'occuper de leurs enfants, quelle que soit leur histoire, et à les aider à valoriser leur place de mère. Et quand une femme, pour des raisons très familiales souvent ou contextuelles, ne pouvait pas garder son enfant, elle a beaucoup aidé à ce que cette séparation puisse se faire aussi dans des conditions respectueuses de la femme et de l'enfant. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi en quoi elle a été très avant-garde. C'est-à-dire qu'elle faisait tout pour aider la femme qui attendait un enfant, d'abord à prendre conscience qu'elle attendait un enfant et pas seulement qu'elle était enceinte. Et c'est-à-dire qu'elle portait en elle un enfant, c'est-à-dire un sujet en devenir, et l'aider à bien accompagner sa grossesse jusqu'au bout, et ça elle le faisait. Et après, à reconnaître cet enfant, non pas comme un paquet de chair, dont parfois certaines auraient voulu se débarrasser un peu hâtivement, mais à les aider à le reconnaître aussi comme une personne pour lequel elles avaient envie que la vie lui apporte ce qu'elle pouvait lui apporter. La femme, elle l'amenait à comprendre, à analyser sa situation, à reconnaître que c'était un enfant, et aussi à se séparer de cet enfant, c'est-à-dire à poursuivre la grossesse dans de bonnes conditions. Et j'ai vu des femmes qui, malgré qu'elles savaient qu'elles ne pourraient pas garder l'enfant, voulaient qu'il naisse le mieux possible, donc qui étaient capables de faire très attention, y compris à leur santé. Et quand l'enfant, et avant même la naissance, elle l'aidait à penser à l'enfant, à penser à lui, pour qu'après un relais puisse être pris par les autres professionnels. Et ça, je trouve ça, c'était très, très important. Et elle avait commencé ça dès qu'elle travaillait. Et ce sont des notions qui, on va dire, qui se sont diffusées, qui ont été acceptées un peu par tous les professionnels, on va dire maintenant depuis une dizaine d'années. On s'aperçoit maintenant qu'un enfant qui a reçu de sa mère pendant la grossesse et autour de la naissance, qui a reçu ces marques, on va dire, d'attention et de présence, va mieux après. Et il est prêt après, y compris à rentrer dans d'autres liens qui seront ceux de l'adoption. Pour les mères, c'est la même chose. Moi, j'ai retrouvé des jeunes femmes qui étaient poursuivies toute leur vie par cet abandon d'enfants. Et certaines même, c'est comme si elles avaient arrêté de vivre. J'ai eu des témoignages de femmes qui se sentaient vraiment exclues de la société, de leur famille, et même du regard des professionnels. Et Paulette n'était pas là-dedans. Paulette était dans cette capacité d'accueil et d'accompagnement de la femme dans sa globalité. Et sur cette nécessité de créer des liens. Et pour qu'il y ait quelque chose de fort qui se passe entre la mère et l'enfant, même si leur chemin doit s'interrompre. Il a fallu prendre tout ça, expliquer tout ça, parce qu'on ne comprenait pas finalement à quoi ça servait. C'était pas dans les habitudes. Et ce qui m'a valu ces difficultés avec les institutions, qu'elles soient d'église, qu'elles soient administratives. J'étais inscrite dans le statut. Nous ne sommes pas confessionnels. Le terme de chrétien n'était pas inscrit. Alors c'est vrai que ça m'a valu quelques ennuis avec l'archevêché, parce que même si je disais individuellement j'appartenais à une église, mais dans mon action, je qu'on m'interpelle, surtout que j'étais au sujet de la grande réception, je trouvais ça un petit peu lourd. Et qu'il était trop simple dans un beau bureau de pouvoir juger ces femmes, alors que ce qui était leur douleur, leur peine, leur blessure, n'était pas entendu. Et c'est pourquoi je dis à Monseigneur, je me permets, à Monseigneur, la
À la fin des consultations, quand j'aurai vu des femmes enceintes tous les ans, on se débat tous les 10 ou 11 mois, me dire je n'en peux plus, je vais me suicider, je ne pourrai plus lui donner la bonne parole. Et je vous les amènerai, monseigneur. Bon, ça a été la seule fois où j'ai été reçue par monseigneur et la dernière fois. Allez, sans commentaire. Bon, après ça, bien sûr, avec l'ordre des sages-femmes, parce qu'à l'époque, il faut savoir que la maternité heureuse, c'est 1960-61. L'ordre des médecins était contre la contraception et l'ordre des sages-femmes. Et je me suis fait rappeler à l'ordre par, c'est ce que je veux dire, je me suis fait rappeler à l'ordre par l'ordre des sages-femmes. J'ai quand même bien manqué d'avoir un là. Donc, en même temps, j'ai été rebelle et résistante que j'étais, ça ne pouvait que la fortifier par cette résistance. Mais en même temps, c'était un peu pire. C'est quand même pas si simple parce que là, on est face à presque des tabous. Hein. On touche à des choses qui sont interdites dans la mentalité de tout le monde. Et puis dans un moment extraordinaire de cette évolution, de ce féminisme, et comme je l'ai dit, nous n'avons pas tellement pris part, c'est-à-dire dans le militantisme. Nous avons, je ne sais pas si on a eu du mal de s'y inscrire, mais en fait, ça nous a mobilisés, puisque que ce soit dans ma participation à la maternité heureuse au planning. C'est un environnement qui était fait de mépris, de culpabilité. Je ne peux pas savoir ce que ça a été pour ces femmes, cette culpabilité qu'il y en a encore. Quelquefois, j'entends encore cette culpabilité. S'il est comme ça, si j'ai des ennuis, je me souviens, on revient à la naissance. Dire, je porte la responsabilité ou un peu du péché, parce qu'il est là derrière, ce foutu péché. Je porte encore ce péché. Des femmes qui accouchaient sous le secret, ou de ce qu'on appelait les centres maternels, elles étaient très mal traitées. Enfin, c'était... Après, j'ai rencontré d'autres gens, dont Nadine Faucheur, qui est sociologue et qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a raconté les mêmes horreurs. Enfin, elles étaient au banc de la société, elles étaient pleines de honte. Avec Paulette, c'était tout à fait autre chose. Enfin, elle permet de comprendre toutes les facettes de la féminité. Dans toutes ses qualités, hein, dans ses difficultés, mais aussi dans toutes ses qualités. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours, pour moi, été un petit peu un phare, hein, par rapport à cette conception de la femme, y compris dans les pires moments, cette capacité de croire en l'autre et de les aider dans les pires moments à trouver le mieux qu'elles ont en elles. Et ça, je trouve que c'est important. Et du coup, moi, c'est toujours un peu ce qui m'a accompagnée, y compris dans mon travail. C'est vraiment la femme, une approche de la femme dans sa plénitude, hein, sous tous ses aspects. Hein. Et il n'y a pas que la maternité, il y a la maternité heureuse, la maternité empêchée, la maternité gâchée, la maternité difficile. Et puis, à côté, il y a la femme avec ses désirs, ses espoirs, ses échecs, et qui peut aussi se réaliser, même si la maternité n'a pas tout à fait correspondu à ce qu'elle aurait voulu. Le travail qui était fait avec Paulette, et ça, c'est en ça que je reconnaissais ce que j'aimais, c'était de donner de la reconnaissance aux gens pour qu'ils puissent se reconnaître eux-mêmes. La valorisation d'être mère. Et ça, je veux dire, elles étaient tellement jeunes et c'était un contexte social qui les mettait tellement de côté, qui était encore quand même très jugeant, que un endroit où elles étaient valorisées en tant que mères, je crois que c'était un moment incontournable pour qu'ensuite elles puissent devenir éducatrices de leur enfant. Parallèlement, elle avait bien conscience que les femmes ne pouvaient pas être que des mères.
Donc on en discutait souvent, à 3 ou 4, autour d'un petit apéro, autour de son petit guéridon dans son bureau, et on réfléchissait à ce qui pouvait être fait pour les aider à devenir aussi des chefs de famille. Car son slogan futur a été « Mère, chef de famille et femme ». La trilogie, importante chez Paulette. Et mère, elle l'était de fait, Paulette les aidait à l'être. Pas que Paulette, tout le personnel soignant, autres sages-femmes et infirmières les aidait aussi à ça. À être et à se connaître, c'était plutôt nous, le personnel qui s'occupait de les faire coudre, de les amuser, de leur donner un peu de culture, de les ouvrir sur les grandes questions de la politique du jour. Dans nos accueils, on a eu aussi des jeunes mamans qui ont été sorties de prison, confiées à Paulette, avec leur bébé, ou enceintes, parce qu'on savait que le travail qui serait fait auprès d'elles serait un travail structurant, de prise de conscience, et qu'elles seraient entourées. Après, elles étaient jugées. Après, elles retournaient dans la prison. Et on était partie prenante, et il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas tout ça. Tout le personnel ne le savait pas, les jeunes femmes ne le savaient pas. Paulette a été jusqu'à en mettre une d'entre elles veilleuse de nuit. Donc Paulette, c'est quelqu'un qui prenait des risques, mais des risques calculés, mais où je crois que la personne humaine comptait par-dessus tout. Et les risques, c'est elle qui les prenait, Paulette. Cet esprit de Paulette particulier, je crois qu'on le retrouvera tout au long de sa carrière, dans tous les actes qu'elle aura posés en direction des familles en difficulté, bon, des femmes en particulier, parce qu'elle avait un regard très... elle avait beaucoup de sensibilité par rapport aux difficultés des femmes. Nous, la maison maternelle du Belvédère, qui comptait que 15 jeunes femmes quand Paulette est arrivée, à X mois, 2 ans après, on comptait 90. Et donc on était quand même arrivé à obtenir, avec force et difficulté, mais que certaines ailes du Belvédère, des chambres soient refaites pour accueillir ces jeunes femmes. On avait même pu faire un petit hôtel maternel, on avait fait un certain nombre de choses. Le directeur du Belvédère, à cette époque, voulait, lui, faire une maternité un peu de prestige. Elle était minuscule, la maternité de prestige. Et il est arrivé un week-end, nous n'étions pas là, il y a eu beaucoup d'entrées en maternité, un samedi soir, et en pleine nuit, il a fait déménager des jeunes femmes de la maison maternelle avec leurs bébés pour les remettre dans des dortoirs et pour y installer des mères accouchées de la maternité. Et ça a été le clash. Elles étaient jeunes, mères, célibataires et qu'elles n'avaient aucune valeur sociale, personne pour les défendre. On a dit ça c'est inacceptable et c'est ce jour-là qu'elle a pris la décision de dire je quitte le Belvédère, je retourne complètement à Diepdal. Donc c'est là. C'est important. C'est important parce que c'est tout à fait dans la notion. Je pense qu'il y a une chose qui a toujours mené Paulette, c'est cette réhabilitation, cette reconnaissance de la mère avec son enfant. Et qu'on ne pouvait pas les traiter de cette façon. Et donc ça, c'était un moment fort. Pour moi, Paulette, c'était la liberté de pouvoir créer, de pouvoir travailler avec des individus qu'on reconnaissait dans toute leur dignité. À cette époque-là, à Diepdal, c'était pas des professionnels, beaucoup, qui travaillaient. La plupart des personnes qui travaillaient étaient des gens qui eux-mêmes étaient venus accoucher ou avaient été recrutés plus par des qualités humaines. Il n'y avait pas de professionnalisme.
Mais il y avait cet enthousiasme, il y avait ce travail d'équipe, il y avait, où tout le monde était considéré de la même façon. Et puis, au fur et à mesure qu'on accueillait ces jeunes mères, au fur et à mesure que ça évoluait, eh ben, on mettait des projets en place, on créait. Rien ne nous arrêtait. Rien ne nous arrêtait. Ce qu'on voyait, nous, c'était comment faire au mieux pour les aider au mieux. La cuisine, c'était 2 petits gaz qu'on faisait le manger. C'était vraiment 2 petits gaz. Et c'était vraiment... chacun y mettait du sien pour y arriver. Je faisais la cuisine, il y en a d'autres qui faisaient le réfectoire, on faisait le ménage, on faisait tout pour arriver à se sortir. Et il y avait même des femmes qui venaient au dehors, qui venaient accoucher. Il y avait une pièce près pour eux. Et c'est nous qui leur faisions l'air plateau pour aller leur porter dans les chambres. Et le dessert, c'était souvent des pommes. On était contente de manger des pommes, mais c'était souvent ce dessert qu'on avait. Mais vous savez, il fallait faire avec les moyens du bord, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de subventions, parce qu'on ne touchait pas rien pour dire de ce que maintenant les mamans célibataires puissent toucher. Touchent que nous, on ne touchait pas tout ça. Elisabeth Robial, qui était là à la pouponnière et qui s'occupait des bébés. La nuit, on les prenait, on les laissait pas en bas, on les portait le matin, et le soir, on reprenait nos enfants le soir. Il fallait être courageuse, et puis on savait qu'on était maman, il fallait quand même y aller. L'après-midi, on avait des cours de couture aussi, on avait plein de choses. Comme activité, dessin, peinture sur soie, poterie, tout ça. Donc c'était une obligation. Alors des fois, on voulait échapper, mais on ne pouvait pas échapper, c'était obligatoire. Plus ou moins, il fallait, si on n'y allait pas, ils venaient nous chercher. La fête des mères, c'est quelque chose qui marquait tout le monde. À tous les mamans, ça a marqué. Mais c'est vrai, c'était un jour effervescent. Ce jour-là, le matin, tout le monde était levé de très bonne heure. Il fallait descendre les enfants en pouponnière, les laver, les préparer. Donc là, tout le monde était sur le cadre parce qu'il fallait se dépêcher. Parce qu'ils nous préparaient tous nos petits-enfants, tous. Ils ne me disaient rien du tout. Donc la première fois, moi, ça m'a... Chaque enfant avait une petite rose et une petite carte marquée avec un petit mot derrière. Et chaque enfant me donnait à sa maman. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions parce que pour la première fois, tout le monde disait on est maman, on n'est pas la personne qui a mis un enfant. Parce que nous, la plupart, on était considérés, oui, mais c'est des jeunes filles, mais ils ont déjà des enfants, c'est... Alors que là, on était vraiment maman avec son enfant. Et après, on faisait un petit repas qui était... C'est pareil, alors là, les enfants, ils retournaient à la pouponnière parce que nous, on allait manger tranquillement. Donc, on faisait notre repas. Et après, le repas se terminait par un spectacle. On a fait des chansons sur le personnel. Il y a eu quelques cirques, des petites chansonnettes. J'ai fait le clown. Je ne dirais pas ce que j'ai fait. Combien de jeunes femmes ont pu accepter leur enfant grâce à des événements de ce genre-là? Alors, on a eu plusieurs fêtes, c'est vrai. Il y a eu les Mardi Gras qu'on faisait. Ça, c'était... chacun se déguisait. On n'avait pas de thème, en fin de compte. Tout le monde se prenait le thème qu'il voulait. Comme ça. Les vêtements, par contre, on les faisait nous-mêmes, avec Madeleine. Chaque anniversaire de chaque fille, on faisait. Tati, elle organisait bien toutes ces fêtes-là. C'était vraiment très, très, très bien. C'était la vie de famille. C'était vraiment la vie de famille. Oui, puis je crois que Tati Vauloir savait s'y prendre pour nous aider. Puis on sentait qu'elle avait ça en elle. Toutes celles qui voulaient s'en sortir, elles ne pouvaient pas faire autrement de s'en sortir avec toute l'aide de Tati qu'on avait et tout. Ça, c'est sûr. On accueillait de très jeunes mères célibataires. C'était le seul établissement qui accueillait de jeunes mères célibataires mineures, adolescentes, voire préadolescentes. Donc des jeunes mères qui, à ce moment-là, n'avaient pas de reconnaissance sociale.
qui venait souvent chez nous parce qu'en fait, il y avait un rejet. La famille, il fallait cacher cette grossesse, cet enfant. Très souvent, un rejet du père de cette jeune mère, qui ne supportait pas. Puis un rejet de l'environnement. Elle ne pouvait plus aller à l'école. On avait créé une classe dans l'établissement. Suite à beaucoup de filles qui étaient encore en scolarité, là, on a eu droit par l'académie, une maîtresse, parce que nous, c'était une maîtresse pour nous, elle était très gentille, tout. Donc là, on a appris à refaire l'école normale, parce que bon, on avait tous une lacune, que ce soit en français, maths, jusqu'à temps qu'on réussisse à partir dans d'autres écoles ou faire d'autres formations, tout ça. À essayer toujours d'avancer, à nous préparer pour partir. Moi, j'ai été à l'école Les Verdières, donc c'était une école ménagère. Donc là, on apprenait à faire la cuisine, repassage, ménage, s'occuper des enfants, mais avec du mal. Parce que j'ai redoublé une année quand même. Parce que la première année, je l'ai fait, mais j'ai eu du mal parce que bon, on a eu un déménagement d'Yebdal à Cantleux. Donc ça, j'ai eu du mal à supporter la coupure entre les deux. Donc il fallait qu'elle travaille. Donc elle avait mis en place déjà, vu le jeune âge des mamans, une classe grâce à l'éducation nationale. Et à ce moment-là, elle s'est dit qu'il fallait absolument qu'elle travaille. Bon, c'était d'ailleurs mon travail, la recherche d'un emploi avec les jeunes femmes, avec le journal. Et je les emmenais dans ma petite de chevaux. La recherche d'emploi, on s'apercevait que c'était toujours des métiers pour des personnes non qualifiées, même si certaines avaient le bac et plus. C'était du ménage, c'était du travail d'usine, mais ça, il y en avait de moins en moins. Elle a réfléchi et pensé qu'il fallait mettre en place d'autres associations qui permettraient des formations complémentaires, les spécialisant en hôtellerie. Donc, il y a eu la création de l'AFPES. Elle a essayé plusieurs types de formations qui pouvaient donner une qualification. Alors, je ne sais pas si on a réussi, là, il n'est pas la question, on a apporté notre pierre dans cette quand même évolution, j'allais dire foudroyante, de la condition féminine. Parce que je voudrais bien qu'on n'oublie pas qu'il y a 50 ans, la femme vivait quand même une vie difficile, surtout celle qui était les femelles. C'était avant l'allocation de parents isolés, c'était avant le RMI, c'était à un moment où je crois que c'était le tout début de la contraception, vous voyez. Hein. On avait encore ces jeunes mères de 14 à 17, 18 ans. En faire des femmes, là, ça a été tout le travail sur le statut de la femme mère célibataire. Les textes nous ont bien aidés avec les statuts, le statut de l'enfant qui n'était plus un bâtard. Et Paulette a bien valorisé tout cela, ainsi que d'autres membres du personnel. Après 77, lorsque la maison a émigré vers Cantleux, les cartes ont été distribuées différemment et là, l'esprit associatif tel qu'il était avec Paulette a forcément changé. Donc Paulette s'est retirée peu à peu de l'œuvre normande des mères. Elle s'est plus orientée sur tout ce qui était formation et des familles, accueil des encore plus démunis et les services aux personnes. On n'en finit pas, ça ne finit jamais. Et c'est vrai que les accueillir a été la première étape. Les accueillir, les accoucher, aider à ce qu'elles soient mères. Mais après, l'objectif, c'était la sortie. Et pour sortir de l'établissement, il fallait un toit, un appartement, il fallait un travail. Alors, toit, appartement, ça a été dans le cadre de l'ONM, le SAS, l'association Garantie Logement.
Ça, c'est leur permis pour donner des logements extérieurs. Mais s'il va de travail, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et je voulais qu'elle retrouve une dignité totale. Je crois que c'est ce qui autour des années 84, a créé ce qu'on a appelé les associations intermédiaires. Voilà. Avec quelqu'un, un ami très cher, Jean-Marie Dehu, et bien on a commencé par délivrer. Puis on a essayé d'étudier le marché. Qu'est-ce qui allait convenir à ces femmes, et puis voir comment, puisqu'on avait là une décision législative qui créait quelque chose de nouveau dans le Code du travail, comment allons-nous l'utiliser? Alors il faut se rappeler que dès 72 ou 73, nous avons créé un centre de formation professionnelle pour femmes, l'AFPES, qui était le premier centre professionnel de France. En 89, c'est le RMI, je crois que c'est le 2 décembre 89. Pour moi, c'était une ouverture extraordinaire. J'ai vu une avancée formidable. C'est comme ça que nous avons créé le SAIS, le site d'accueil et d'insertion sociale. Et puis, ça, j'ai dit, en fait, ils étaient pour remettre déjà ces gens cassés, les remettre debout, leur redonner le goût à eux, leur faire confiance, les accompagner. Et là, vraiment, ça a été des moments extraordinaires. Surtout que j'avais dit, toute demande, jamais non dans cette maison. On dit oui, et puis on voit ce qu'on peut faire après. Ce qui a construit tout ça, c'est une espèce de fil rouge, qu'on a appelé le parcours d'insertion. C'est-à-dire de prendre des gens cassés, malheureux, tristes, n'ayant plus confiance en eux, et de leur montrer qu'avec ce panel, ils pouvaient passer d'un travail qu'on allait faire à leur mesure, parce que certains ne pouvaient pas travailler à ce moment-là, on travaillait encore 30 heures, c'était pas possible. Donc, c'était vraiment un parcours personnalisé. Donc, il y avait une graduation. Ils commençaient à passer au SAIS. Après, donc, c'était emploi-service. Après, emploi-service pour les hommes, c'était zénith d'intérim d'insertion. Pour les femmes, mais oui, j'avais créé familial service, parce que l'aide à domicile est quand même un métier très difficile et qui était vraiment trop ponctuel, qui n'avait pas d'avenir pour la femme si on en est resté là. Alors, familial service, ça a eu l'avantage d'avoir un agrément de qualité, ce qui a permis de développer, alors là, véritablement l'emploi des filles à domicile, et en faisant former les femmes avant de prendre ces emplois. Donc, graduellement, parce que l'objectif, c'était que ces gens nous quittent pour rentrer dans le monde du travail. Tout ça faisait 5, 6, je me souviens plus, associations avec un président différent, un conseil d'administration. Au début, j'ai été présidente de tout, mais après, il a fallu quand même faire en sorte de donner l'identité à chaque. Donc, président, conseil d'administration. On passait un temps fou en réunion. Un jour, j'ai dit, enfin, on peut trouver des moyens pour mutualiser les moyens, faire en sorte que l'un, l'autre, pas seulement du point de vue humain, ce que nous réussissons le mieux, mais du point de vue administratif, comptable, etc. Donc, on a créé le GIP, le groupe d'insertion par l'économique. Voilà. Il faut dire qu'à ce jour, c'est quand même 250 personnes au travail, des intervenants, c'est quand même 50 permanents. Et c'est quand même combien de lieux? 6 ou 7 lieux, 7 agences sur le département de Seine-Maritime. C'est vrai que si nos internats ont eu une importance, et c'est des internats comme le CAUCD qui fait un travail d'urgence, c'est une nécessité, mais que dans le travail lent,
du travail social, il faut trouver une autre formule. Mais c'est ce que nous commençons à faire à l'ONM ailleurs. Et les problèmes de logement, bon ça c'est dans un premier temps en 1984, lors de une des restructurations de la Vente Normande des Mers, je me suis trouvée prendre donc la direction du service d'aide à l'autonomie sociale, mais ça ne suffisait pas encore et la Paulette a relancé au-delà de la Vente Normande des Mers la problématique logement avec Habitat Humanisme. Bernard Devers, le fondateur d'Habitat Humanisme, considère que c'est un acte de résistance que de faire Habitat Humanisme pour résister justement à la propension à mettre tous les gens pauvres hors des centres-villes, les mettre dans des quartiers, etc. etc. Mais Paulette, elle, c'est pas une résistante seulement, c'est une révoltée. C'est-à-dire qu'elle n'admet pas comme possible qu'il puisse y avoir des gens qui n'aient pas ce dont ils ont besoin. Et pour ça, elle a été extrêmement créative et elle a permis justement de participer à la fondation, à la création de tout un tas d'organisations, de systèmes pour lesquels elle disait toujours mais si on n'a pas les moyens, on les trouvera. Parce qu'après, les mères célibataires pour lesquelles il fallait un accueil pour elles et pour leurs enfants, et puis les mères étant de plus en plus jeunes, il fallait trouver un système de formation, il a fallu trouver le moyen de leur faire accéder à l'emploi, et puis des logements durables, et alors là c'est Habitat Humanisme. Parce que c'est vrai qu'il faut créer des trucs qui n'existent pas. Et aller voir les administrations en leur disant il n'y a pas de cases que vous pourrez remplir. Et ça, Paulette, c'est une reine dans ce domaine-là. Elle a des compétences extraordinaires pour aller convaincre ses interlocuteurs que mais si, s'ils font ça, ils vont se rendre compte que en fait, ils n'auront été que des précurseurs et que tout le monde après voudra faire comme eux. Ce qui a beaucoup plu à Paulette dans Habitat Humanisme, c'est qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de faire de la charité. Habitat Humanisme, c'est une association qui s'inscrit complètement dans la vraie économie, simplement dans l'économie solidaire. Et donc, c'est vraiment, mais typiquement ce que Paulette est, c'est-à-dire qu'on est solidaire, mais on ne fait pas la charité, on respecte et celui qui investit et celui qui est logé, et on est dans le droit commun. Parce que assister quelqu'un le temps où cette personne est absolument incapable de subvenir à elle-même, c'est très naturel. Mais être dans une démarche d'assistance à un être humain qui, par ailleurs, peut avoir des espaces d'autonomie, ça, c'est inadmissible. Du point de vue social, c'est pareil. Et je crois que... oh là, qu'est-ce que tu... J'allais dire. On a fonctionnalisé le travail social et les travailleurs sociaux. Pour dire quoi? Le travail social, il est fait d'initiative, il est fait d'attention continuelle de ce qui se passe sur le terrain. Il faut oser, il faut prendre des risques. Et ça, je sais que ça a été un moment extraordinaire que ces années après-guerre, ces années 60, 70, c'était des années formidables, parce qu'on a pu tout oser, tout. Et c'est ça que je continue, et qui sera peut-être mon dernier message aux travailleurs sociaux. Oui, il faut de l'argent, oui, il faut des moyens, mais surtout, il faut une volonté terrible, et de dire, il faut changer les habitudes sociales. Il faut savoir remettre en cause ce qu'on a construit avec ça. Il faut apprendre à vivre et à travailler autrement. Mais il faut oser. Et je crois que le travail social ne se sauvera que par le haut. Il se sauvera quand il n'aura pas peur. Il n'aura pas peur de dire aux autorités administratives, etc. Voilà, c'est comme ça maintenant qu'il faut faire. Il y aura peut-être effectivement des remous, des difficultés, mais si en même temps nous montrons que le travail social peut se faire différemment, aussi bien si c'est pas mieux, mais en acceptant, je dis, de faire autrement.
elle a très très longtemps toujours recherché ce fil conducteur. La naissance et la reconnaissance, je crois qu'elle l'a mené jusqu'au bout du maximum de ce qu'elle a pu. Elle le mènera toujours, de toute façon. Je pense que c'est en elle, jusque toujours. Sans elle aujourd'hui, je sais pas où je serais. Je sais pas. C'est pour ça que je crois jusqu'à l'éternité, ça sera dans mon cœur. C'est une vie de défis, de risques, mais ça donne une pêche extraordinaire. Et tout le monde suit. C'était l'imagination au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'habitera toujours, vraiment. Je n'oublierai jamais ça. Elle n'a pas encore à se retirer, il y a encore des tas de choses à faire pour elle, même si elle s'appuie sur des personnes pour le faire, elle n'a pas 1 million de bras, mais elle a toujours cet esprit vif et du pied dans la réalité et du réalisme de cette société. Et c'est l'esprit Paulette. Alors je ne me prends pas pour les pattes, mais j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur. Personne n'est tenu d'accoucher 5000 femmes, de donner la vie à 5000 bébés, de créer des dizaines d'associations pour aider les moins chanceux à trouver leur place. Mais si chacun se sentait porté par cette force qui anime toujours Paulette Vauloir, quel défi ne pourrait-on relever ?